Toutes les sociétés humaines produisent, si on peut dire, des mythographes, des griots, des chamans qui disent en quelque sorte la société, qui racontent des récits de fondation, qui évoquent les généalogies et qui finissent au fond par raconter des histoires. Et nous pourrions penser que dans les sociétés modernes, occidentales, la littérature est précisément née de cette grande tradition où des artistes, créateurs, particulièrement créateurs, essaient de produire un récit dans lequel les personnes, leurs concitoyens, vont se reconnaître. Les littératures nationales sont nées de cette manière, avec de grands écrivains qui représentent probablement ce qui est attendu par les populations. On dit le monde, mais on le dit en parlant de soi. Il y a cette très très belle histoire de Robertson Davies, un écrivain anglo-canadien, certainement un des plus importants écrivains de la scène littéraire canadienne, qui a produit une trilogie extraordinaire, la trilogie de Deptford. C'est sur la ville de London, en Ontario. C'est l'histoire de sa famille, c'est son histoire personnelle. Et il était fatigué de toujours se faire demander est-ce que vous, auteur de fiction, vous inventez un monde, ou est-ce que vous trouvez dans votre environnement, dans votre famille, chez vos amis, des personnages, et les scénarios que vous construisez, les intrigues, est-ce que c'est de la pure fiction? Et il a répondu de la façon suivante. Il a dit: demander à un écrivain si ce qu'il écrit est totalement inventé, c'est comme demander à une araignée où est-ce qu'elle a acheté son fil. Il disait bien ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que ça sort de soi-même, mais c'est son histoire. Donc, l'écrivain est enraciné véritablement dans un groupe et en même temps, il est personnel. De ce point de vue-là, on pourrait dire que la littérature vient au secours de l'anthropologie, parce que la narrativité nous intéresse. D'une part, nous recueillons des histoires, nous recueillons des récits auprès de différentes personnes au sein de la société, et ensuite, nous les traduisons dans d'autres histoires dans lesquelles, éventuellement, les personnes vont se reconnaître, et aussi des histoires lisibles de manière à ce que nos collègues puissent être intéressés par ce que nous faisons. Nous pourrions dire aussi que la littérature et l'anthropologie s'intéressent à une chose absolument fondamentale, c'est les limites de l'humain, le tragique de l'humain, et que lorsque nous arrivons aux frontières que nous avons explorées à travers des phénomènes comme le cannibalisme, la réflexion sur la sauvagerie, la déraison, les violences guerrières, etc. Les grands écrivains qui réfléchissent sur l'humanité dans ses sources les plus profondes, et on peut dire que
et la littérature et l'anthropologie se rejoignent dans cette réflexion autour des situations limites. J'ai souvent eu l'impression, en tant que lecteur assidu des œuvres littéraires, que à ce niveau-là, de nombreux écrivains sont allés beaucoup plus loin que les anthropologues. Savent-ils mieux, en quelque sorte, approcher les forces obscures qui sont au travail dans l'homme et dans les sociétés que nous? Je ne sais pas. Je pense que notre proximité avec la vie quotidienne de population est précisément ce travail des forces obscures dans la vie de la société, fait en sorte que nous essayons de nous garantir de prendre une certaine distance, alors que l'écrivain est capable davantage d'imaginer les choses et peut-être de pouvoir en quelque sorte en parler d'une manière différente de l'anthropologue. Mais nous sommes concernés les uns et les autres, auteurs de fiction et anthropologues qui essayons de restituer le réel de la vie d'une société par ces phénomènes extrêmes. Dans un article publié dans Anthropologie et Société, je m'étais intéressé à un auteur qui m'apparaît avoir été un des grands explorateurs de cette profondeur de l'humain, qui est Conrad. Conrad est intéressant aussi pour nous puisqu'il est polonais à l'origine, à l'époque de Malinowski, un peu comme Malinowski qui écrira en anglais. Lui va d'abord écrire en français, Joseph Conrad. Après, il est poussé en quelque sorte vers la marine britannique et va décider d'écrire en anglais. Mais ses toutes premières œuvres sont en français. Et dans 1890, il est engagé par Léopold II, le roi des Belges, pour se rendre en Afrique centrale, au Congo de l'époque, pour aller en quelque sorte rechercher un des agents civilisateurs de la compagnie s'occupant de la colonisation et surtout de la collecte de l'ivoire. Et lorsque le daimon, puisqu'il le nomme ainsi, capitaine Marlowe, qui est le double de Conrad, arrive au Stanley Falls, à la station de Stanley Falls, Kisangani, il trouvera là le civilisateur qui est devenu plus sauvage que les barbares en quelque sorte. Sur la palissade, chacun des pieux porte une tête d'un rebelle qui n'a pas voulu apporter son quota d'ivoire, et il a même créé autour de lui une espèce de petite église diabolique de possession par les esprits, et il en est le célébrant et en même temps le Dieu qui domine. Et tout ce que va dire Conrad, ce qu'il va écrire dans ce récit au cœur des ténèbres, c'est comment les lumières, en quelque sorte, peuvent basculer dans les ténèbres, se transformer en ténèbres, comment la civilisation peut passer dans la barbarie et la sauvagerie. Et il illustre très très bien par l'analyse du grand récit
sur l'éradication des coutumes barbares, écrit par Kurtz, et qui se termine par cette phrase « Exterminer toutes ces brutes », et lui-même, sur le bateau qui le ramène vers Matadi, et sur lequel il mourra, au moment de mourir, il va dire cette phrase, une des plus célèbres de toute la littérature coloniale, « L'horreur, l'horreur ». Pour nous, anthropologues qui avons travaillé sur les sociétés africaines, un petit peu sur l'histoire de la colonisation, nous avons pu lire dans de nombreuses ethnographies des éléments qui nous racontent ce qu'était la première colonisation de l'Afrique, sa violence extrême, l'exploitation des ressources naturelles, les abus incroyables à l'égard des populations indigènes. Cela a été mis de l'avant dans les écrits, mais je pense qu'il y a très peu d'ethnographes et d'anthropologues, et nous pourrions aussi aller dans les autres disciplines, chez les historiens, les politologues et d'autres savants, en quelque sorte. Mais rares sont les ouvrages qui arrivent à nous faire saisir avec autant d'intensité le drame de cette rencontre inégalitaire, dévastatrice entre le pouvoir occidental, les formes particulières prises par ce pouvoir en Afrique et la réponse des populations. Dans ce sens-là, Au cœur des ténèbres parle à l'anthropologue et il nous interpelle et nous invite aussi à plusieurs niveaux à une écriture qui est cette sensibilité que nous retrouvons dans Au cœur des ténèbres. Je ne veux pas dire par là que l'anthropologie doit devenir littérature, ce n'est pas l'idée, mais nous avons au fond beaucoup à apprendre. Je voudrais prendre un autre exemple d'un écrivain qui, pour nous, ici au Québec, a beaucoup de signification. C'est Jack Kerouac. Jack Kerouac, un colloque encore de cet été à Cerisy-la-Salle, en France, un colloque dédié à l'écriture de soi, écriture du corps. J'ai encore une fois, en quelque sorte, relu pratiquement l'ensemble de l'œuvre pour préparer ma communication de Jack. Ces 14 romans qui bout à bout en quelque sorte, nous présentent une vaste fresque du monde contemporain, une chronique des années 50 et 60 aux États-Unis, dans des milieux d'immigration particuliers, entre autres les Petits Canada, les Little Canada, et dans ce cas-ci, c'est celui de Lowell, où il avait grandi. C'est également une saga familiale extraordinaire, puisque lui se trouvait des ancêtres bretons, à rêver toujours de retrouver son titre de baron que son ancêtre venu au Canada avait, paraît-il, ce qui l'a amené d'ailleurs en Bretagne et
à se promener à travers la France et écrire un ouvrage sur Satori, qui est probablement son plus mauvais roman, puisque toute sa période française, il a passé sous, disons, les choses comme elles étaient. Mais autobiographie, histoire généalogique, chronique sociale, tout cela se mêle dans son œuvre et le transforme en quelque sorte en un ethnographe d'un moment de l'histoire particulière. Ce qui m'intéresse ici, je dirais, c'est ces trois choses qui viennent nous interpeller comme anthropologues. D'abord au niveau de notre écriture. Pour devenir un écrivain, et nous pourrions dire que Jacques Kerouac a été pendant 10 ans, 15 ans au maximum, entre 50 et 60, début des années 60, l'écrivain américain par excellence, avec son écriture caractéristique de la Beat Generation, une écriture inspiré d'un automatisme avec une puissance de spontanéité absolument extraordinaire et qui a donné à toute son œuvre, en tout cas aux meilleures parties de son œuvre, puisque les derniers romans comme Vanité de Duluos et autres ne sont plus portés par cette extraordinaire capacité d'écrire dans la spontanéité, ce que d'autres écrivains ont eu, ses amis particulièrement de la Beat Generation, comme Ginsberg, Bureau et d'autres. Donc, le style, savoir écrire. Et je dois dire, malheureusement, que l'anthropologie, comme discipline, n'a pas beaucoup valorisé l'apprentissage d'une écriture qui est une caractéristique dans laquelle nous retrouvons un auteur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, si l'on peut dire. Et une deuxième chose, et ça aussi, ça doit nous intéresser comme anthropologues, c'est que on devient un écrivain reconnu par une société dans la mesure où l'écrivain, l'auteur de fiction, est capable de réécrire d'une manière autre, différente, de produire une nouvelle version de ce qu'on pourrait appeler presque le mythe fondateur de la société à laquelle il appartient. Pour Jacques Kerouac, c'est l'américanité. Qu'est-ce que c'est que l'américanité? Quand il revendique des racines amérindiennes, son premier ancêtre ayant vécu, dit-il, avec une princesse mohawk, ça va lui faire réfléchir à l'amérindianité. Également, son passage de Lowell, petite ville industrielle du nord-est américain, et qu'il s'en va à New York, et qu'il va découvrir dans le collège où il est une vedette de football et où il peut étudier, et qui est un collège aristocratique, donc les classes sociales américaines, la pluralité des groupes ethniques, ça le fait réfléchir à cette américanité dans sa version contemporaine. Donc à la fois l'origine amérindienne, mais rejetée, mais qu'il va vouloir ramener, et en même temps une pluralité absolument extraordinaire qui voit se déployer dans son propre collège où il étudie et où il trouve des juifs et tous les groupes que l'on peut imaginer aux États-Unis. Donc ce pluralisme culturel
ethnique. Il faut savoir réécrire ça d'une toute autre façon. Et Jack va le réécrire, lui, à travers ce très grand roman, donc On the Road, qui est précisément ce voyage vers Denver, ensuite vers la Californie, et des voyages répétés ensuite dans les différentes régions du sud, du nord des États-Unis. Mais chaque fois, c'est essayer de dire ce qu'est l'américanité. Donc il faut être capable pour, en quelque sorte, être reconnu comme un écrivain, appelons-le national, si l'on veut, de réécrire les mythes fondamentaux du groupe et d'une manière originale. Également, et c'est une troisième chose, et ça nous concerne aussi en anthropologie, il faut saisir la caractéristique principale d'une époque, d'un moment, ce qui constitue une période de l'histoire. Avant la Beat Generation, nous avions eu un groupe d'écrivains connus sous le nom de la génération perdue, de Lost Generation, dans lequel on avait Arthur Miller, on avait aussi Hemingway et bien d'autres, qui eux-mêmes avaient succédé à des auteurs qui étaient plus dans le roman social, dans l'inégalité sociale, Steinbeck, par exemple, et tant d'autres. Et cette Lost Generation avait représenté, entre les deux guerres et pendant la guerre, des grands défis qui se posaient au monde occidental et plus particulièrement à la société américaine. Et tout à coup, arrive avec les années 50, cette contre-culture, cette réinvention de l'Amérique par une jeunesse débordante de créativité, et c'est précisément ce mouvement que Jack va être le premier à saisir, et ce n'est pas étonnant qu'il est devenu l'icône de la Beat Generation, qui est marquée par la rapidité, par le mouvement, par la voiture, Donc, nous voyons comment il est extrêmement important de saisir ce qui préoccupe une société à un moment donné de son histoire, pendant une période parfois bien datable, avec un début et presque une fin. Par exemple, les auteurs aux États-Unis, Mailer et d'autres qui vont réapparaître après, vont faire beaucoup plus du roman sociopolitique. Ce sera une rupture avec la réflexion sur les transformations culturelles, l'ouverture aux religions orientales, la spiritualité, la solitude, l'écologie qu'on trouve chez Jack Kerouac. Par exemple, lorsqu'il se retire à Desolation Mount comme gardien dans une tour pour les incendies de forêt, les feux de forêt sur la côte du Pacifique, c'est la solitude, le retrait social et toutes ces relations avec Snyder, un anthropologue, par exemple, qui deviendra moine bouddhiste. C'est l'expansion de la conscience par la méditation et l'ouverture, et par d'autres de ses amis, particulièrement William Burroughs, le grand écrivain
aussi de la Beat Generation, c'est les drogues, c'est la prise de drogue. Nous sommes dans l'expansion de la conscience à ce moment-là. Alors, c'est tout cela qu'il va représenter. Je reviens à l'anthropologue. Lorsque nous arrivons dans une société, nous la saisissons aussi à un moment donné de son histoire. Nous essayons d'en comprendre en quelque sorte le passé pour essayer de saisir la continuité, discontinuité, les transformations, mais nous saisissons société à un moment donné de son histoire. Pour bien la saisir, il faut absolument que l'on se situe par rapport à ce passé, il faut le connaître. Le rapport entre la Beat Generation et la Lost Generation de la littérature américaine est extrêmement intéressante. Lorsqu'Arthur Miller, installé en Californie à Big Sur, et que Jack y va, il écrira un livre d'ailleurs qui porte le titre Big Sur, là où il aura une descente dans la folie en quelque sorte, une expérience traumatique extrêmement grave, et il était flatté du fait que Arthur Miller avait proposé d'écrire une préface à un de ses ouvrages. Il avait été fasciné par les 3 ou 4 romans de Jack qui étaient déjà sortis à cette époque. On est au début des années 60. Et la connexion va se faire. Donc, cette capacité de saisir ce qu'ont été la vision du monde de la génération antérieure pour pouvoir nous-mêmes arriver en proposant une autre. Également, Jack Kerouac, lorsqu'il meurt et qu'il est ramené de la Floride à l'OL et qui va se retrouver au salon funéraire étendu dans sa tombe avec un chapelet dans ses mains que sa mère tenait à lui voir toujours porter, comme il portait d'ailleurs sa médaille de Saint-Christophe, et c'est assez extraordinaire que Dean Moriarty et le Jack on the road portait ce Jack sa médaille de Saint-Christophe tout le temps, qui avait une vie dissolue au possible, mais ses racines canadiennes-françaises, franco-américaines sont toujours là. Cette capacité de saisir une époque, cette capacité en quelque sorte de réécrire dans un style qui est à soi le mythe fondateur, pour reprendre les 3 caractéristiques que je donnais, ça se fait à partir d'un ancrage primordial qui est cet ancrage dans sa propre société de l'OL. Qu'il revienne, qu'on ramène Jack au milieu de son enfance, dans ce petit espace où il avait grandi. Et Ginsberg, et je termine là-dessus, ce grand poète de la Beat Generation, ami de Jack, qui a créé un institut sur l'écriture spontanée en hommage à Jack Kerouac, et le regardant dans sa tombe, il dit voilà, Jack est devenu Bouddha. Alors voilà, tout cela, je pense, plus les anthropologues liront les grands écrivains, je pense plus ils amélioreront leur style et leur capacité aussi de saisir les différences et éventuellement de dire, par rapport à l'humain, dans toute sa complexité, les zones obscures, ce qui fait toutes ces taches d'ombre qui sont là. Alors, dialogue, tension entre littérature et anthropologie m'apparaissent quelque chose d'extrêmement nourricier et qu'il faut développer, me semble-t-il.